Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'économie mondiale. Et en ce moment, en son cœur, il y a une tension énorme, un vrai conflit. D'un côté, on a des décennies de politique qu'on appelle l'austérité. Et de l'autre, l'urgence absolue de la crise climatique. Ce sont deux logiques qui s'opposent complètement. Allez, on plonge dedans pour y voir plus clair. Mais avant de se lancer dans les grands chiffres, les milliards, les pourcentages, tout part de cette image. On voit une professionnelle de la santé en Sierra Leone. Elle est au milieu de ce qui a l'air d'être une clinique complètement surchargée. C'est là, dans son quotidien à elle, que les grandes stratégies économiques mondiales deviennent une réalité très concrète, très humaine. Et ce qu'elle nous dit, c'est vraiment parlant. Maria Tuturé décrit des conditions de travail qui sont le résultat direct d'un manque de moyens. C'est ça, la réalité derrière les grands mots comme finance mondiale ou budget de l'État. Ça se résume à devoir faire des accouchements dans un hall d'accueil. C'est quand même fou. Et attention, l'histoire de Mariatou, ce n'est pas juste une anecdote, un cas isolé. Non, c'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus large. Ça nous montre le vrai visage d'une politique économique qui a un coût humain bien réel, l'austérité. Alors, l'austérité, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, pour faire simple, c'est un ensemble de mesures qui visent à réduire le déficit d'un pays. Et pour ça, la recette est presque toujours la même. Soit on coupe dans les dépenses publiques, la santé et l'éducation, soit on augmente les impôts, soit un peu des deux. Et c'est une approche qui est très souvent recommandée par une institution, le Fonds monétaire international, le FMI. Et là, il faut bien comprendre l'échelle. On ne parle pas d'un phénomène marginal. D'après un rapport d'ActionAid, on parle de 6 milliards de personnes. 6 milliards! C'est l'immense majorité de la population mondiale qui vit dans des pays appliquant ce genre de mesures. C'est juste énorme. Et forcément, ça a des conséquences en cascade. Au Nigeria, une autre soignante, Chidin Mandubusi, nous dit la même chose. En gros, la motivation est au plus bas et ça entraîne une fuite des cerveaux. Logique. Quand on paye mal les gens et qu'ils travaillent dans des conditions pareilles, eh bien les services publics perdent leurs meilleurs éléments. Alors la question qu'on se pose, c'est qui est responsable de cette situation? Eh bien, de plus en plus de doigts se pointent vers une institution centrale, ce fameux Fonds monétaire international, qui est aujourd'hui la cible de très vives critiques. Ce qui est frappant, c'est la vitesse à laquelle les choses se dégradent. Prenons le Ghana ou le Kenya. En à peine un an, d'après les propres chiffres du FMI, leur situation est passée de soutenable à en détresse ou à haut risque. Ça pose une vraie question. Est-ce que le système actuel est encore capable de gérer ce genre de choc? Les critiques, elles sont nombreuses et très claires. D'abord, on reproche au FMI de faire passer le remboursement de la dette avant la santé ou l'éducation. Ensuite, ces politiques semblent complètement dépassées face aux défis d'aujourd'hui. Il y a aussi un vrai problème de pouvoir. Les pays africains ont moins de 10% des droits de vote. Et puis, c'est un peu le deux poids deux mesures. Ils payent des taux d'intérêt jusqu'à 8 fois plus élevés que l'Allemagne. Et pour finir, chaque pays doit négocier sa crise tout seul, ce qui empêche de trouver une solution globale. Du coup, la grande question, elle est là. Ce système, il a été conçu au XXe siècle. Est-ce qu'il est encore adapté aux crises du XXIe siècle? Surtout qu'il y a un autre énorme défi qui arrive et qui change absolument toute la donne. Et ce nouveau défi, ce game changer absolu, c'est bien sûr la crise climatique. Et surtout la question de savoir comment on va bien pouvoir financer la transition. On se souvient de la petite clinique du début? Eh bien, regardez ça. Le contraste est juste saisissant. On ne parle plus de financer des services de base, là on parle de construire des parcs solaires ou éoliens gigantesques. On a complètement changé d'échelle. Alors accrochez-vous bien parce que le chiffre, il donne le vertige. D'après l'ONU, il faudrait 4 500 milliards de dollars chaque année, je répète, par an. Pour se donner une idée, c'est plus que le PIB de la quasi-totalité des pays du monde. Autant dire qu'il faut tout repenser. Et le plus paradoxal dans tout ça, c'est ce que montre ce graphique. En gros, si on regarde l'effort à faire par rapport à la richesse du pays, ce sont les pays les plus pauvres qui doivent investir le plus gros pourcentage de leur économie. On leur demande de faire le plus gros effort alors même qu'ils sont déjà étranglés par l'austérité. Cherchez l'erreur, non? Ok, donc la situation est compliquée. Dette d'un côté, climat de l'autre. Comment on s'en sort? Eh bien, il y a principalement deux grandes idées sur la table, deux visions qui s'affrontent. D'un côté, il y a l'approche politique. L'idée, c'est de réformer le système en profondeur. On annule la dette, on donne plus de pouvoir aux pays en développement au sein du FMI, bref, on change les règles du jeu. De l'autre côté, il y a une approche qui mise plus sur le marché, sur l'innovation financière. Là, on parle de créer de nouveaux outils, comme des obligations vertes pour financer des projets écolos, ou des taxes sur le carbone pour attirer l'argent privé vers la transition. Mais au fond, la contradiction fondamentale, le cœur du problème, il est là. Le système financier actuel dit aux pays endettés « Coupez vos dépenses, serrez-vous la ceinture ». Mais en même temps, la crise climatique leur crie « Investissez massivement, il y a urgence ».
Alors on fait quoi? On coupe ou on investit? C'est ça le dilemme. On arrive donc vraiment à un tournant. La finance mondiale est à la croisée des chemins, complètement tiraillée entre sa logique du passé et les impératifs, les urgences de l'avenir. Et cette petite chronologie, elle résume parfaitement comment on en est arrivé là. À la base, en 1944, le FMI est créé pour un monde qui n'existe plus. Dans les années 80, l'austérité devient la règle du jeu pour beaucoup de pays. Et puis en 2015, l'accord de Paris arrive et rebat toutes les cartes. Et aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, c'est le choc frontal entre ces deux mondes. Et tout ça, ça nous laisse avec une seule question, mais elle est énorme. Est-ce que ce système financier mondial, avec ses règles et ses institutions, peut se réformer assez vite pour répondre à l'urgence climatique? Parce que l'horloge tourne, et l'issue de ce combat entre la finance et le climat, c'est elle qui définira le monde de demain. Merci d'avoir suivi.